Oublie pas, vendredi, on a un souper avec les amis de ma job. Ouais, t'inquiète, j'ai pas oublié. J'ai un tournage dans l'après-midi, mais je devrais pas arriver en retard. J'ai-tu déjà vu ces amis-là, moi? Ben oui! À Noël, t'avais starté un débat sur les doublages de films avec le chum à Mel. Je me souviens pas de ça. Ben oui! Kat, elle avait été malade dans l'entrée du resto. Ah oui. Ça me dit quelque chose. Tu t'en souviens pas, Fanta. Zéro. En tout cas, eux, ils ont bien hâte de te voir. Ouais, moi, je suis surtout curieux de les voir, là. Une malade dans un entrée de resto. Comment je fais pour oublier les affaires de même, moi? Bonne fin d'après-midi tout le monde, bienvenue à TVC l'été. Cette semaine, mes invités d'honneur ont fait plusieurs fois le Canada, ont traversé les États-Unis. Ils vivent de la van life et sont animatrices radio. Je parle d'Alison Roussel et Ariane Corneau. Bonjour les filles, vous allez bien? Oui, on va très bien. Allô. Toi, Christophe? Super bien, re-bienvenue dans la Matapédia. Merci beaucoup. Le début de votre histoire, c'est vraiment la radio, c'est Boréal. Oui, Boréal FM, c'est une petite radio qu'on a aidé à remonter, à remettre sur pied au nord de l'Alberta. Donc, on parle à peu près 2 heures en haut d'Edmonton, entre Fort McMurray et Edmonton. En fait, c'est une petite radio communautaire qui a été créée par la communauté francophone locale là-bas pour, donc, tout simplement garder leur français. C'est une communauté francophone, franco-albertaine. Et donc, moi, j'ai commencé à travailler là quand j'étais jeune. J'avais 17 ans et j'étais employée d'été, puis j'ai gardé vraiment un lien fort avec cette communauté-là. Et il y a quelques années, ils m'ont demandé d'aller les aider avec cette radio-là. Et donc, tout simplement, c'est là que ça a commencé. On a commencé à travailler. J'ai commencé à travailler toute seule. Ensuite, Ariane est venue me rejoindre. Et ben, on est toujours là maintenant. C'est toi la première qui est allée là-bas. Comment cette opportunité-là est arrivée dans ta vie? C'est le programme Jeunesse Canada au travail. Jeunesse Canada au travail, c'est vraiment un excellent programme pour les jeunes générations et je suggère à tout le monde de postuler. En fait, c'est un programme qui permet à la jeunesse francophone d'explorer le pays en appliquant dans une autre communauté de langues officielles. Et il y a différents postes. Donc, moi, ça a donné que j'ai travaillé pour l'Association francophone locale et la radio, qui était un addon parce que j'étudiais pour être animatrice radio à l'époque. Mais c'est des programmes qu'ils offrent dans tous les domaines. Si vous êtes intéressé par l'histoire, si vous étudiez dans un domaine plus technique, il y en a pour tous les goûts des offres d'emploi très intéressantes qui vous font voyager. Et c'est bon pour les jeunes parce que c'est un salaire habituellement assez compétitif et également, ils paient le déplacement. Donc, si tu as envie, par exemple, d'aller au Yukon pour l'été, mais que tu n'as pas les sous, bien, eux, comme ils vont te faciliter le voyage puis tu vas pouvoir travailler l'été dans une communauté francophone au Yukon. Et même chose pour les anglophones qui aimeraient donc venir au Québec, c'est possible aussi. Et bien, en fait, c'est ça. Donc, j'ai commencé à travailler là. C'était une petite radio qui souffrait beaucoup. Il n'y avait plus beaucoup d'argent dans les comptes. Il fallait remettre la radio sur pied. Il y avait une entrevue de Pâques qui jouait en plein novembre, tu sais, des choses comme ça. Ouais. Ça, c'est un Et niveau, des là. solos de flûte de 10 minutes. Donc, il a fallu comme reconstruire la radio de A à Z. On a commencé par la programmation. Ensuite de ça, on a ajouté des émissions. On a créé vraiment un plan marketing. Et Ariane, ensuite de ça, a pris donc un poste Jeunesse Canada au travail, donc le même programme. Exact. Je suis allée la rejoindre quelques mois après qu'elle ait repris la direction du général du haut de ses 20 ans. Puis on a formé équipe tout de suite. On a commencé à relever des défis. Puis ensemble, on a retransformé la radio. On est resté là-bas, mais on s'est rendu compte rapidement que c'était difficile un peu de se loger, qu'on avait de la difficulté à trouver un peu notre juste milieu parce qu'on aimait voyager, mais comme tu l'as dit, c'est assez loin. Donc, on se retrouvait vraiment éloignés. Et pendant nos week-ends, on faisait des road trips à chaque fin de semaine de 7 heures de route pour aller dans les montagnes ou aller Puis quand dans on le était désert. dans les montagnes, on dormait dans notre voiture, puis on amenait les chaises de camping, les sleeping bags, puis on se disait
Ça serait tellement plus facile d'avoir juste un véhicule où on dort à l'intérieur, qu'on peut aller faire des road trips quand on veut, puis qu'on soit confortable. C'est un peu comme ça qu'est née l'idée de la L'idée vanne. initiale, parce qu'on le faisait déjà, mais Oui. dans une petite voiture. De façon très inconfortable. Puis il y a eu des difficultés. C'était difficile. On était jeunes, puis la radio avait des difficultés. Donc, on est venu à un bout où on voulait quitter après 1 an. Mais, Quitter la radio. Oui, on voulait quitter la radio, puis parce qu'on se sentait isolé. On n'avait pas vraiment d'amis de notre âge là-bas. C'était difficile. On avait des amis, mais vraiment comme nous, on avait 20 ans, puis eux, ils avaient 40, 45, 50. OK. Alors, On n'avait pas la même réalité. on se trouvait, on se sentait seul, vraiment. Puis on sentait que le travail, on l'aimait, mais il était très, très difficile. Il manquait quelque chose à notre vie. Comme s'il y avait juste le travail. Ouais, il y avait juste le travail puis nos road trips la fin de semaine, nos Ouais. petits voyages. On vivait pour les road trips de fin de semaine. Puis on était loin de nos familles, Ouais. donc toutes ces choses-là. Donc on est venu à un point où on a dit au conseil d'administration qu'on aimerait peut-être trouver une façon de continuer à travailler pour la radio, mais de le faire de façon hybride. Et eux, ils nous aiment. C'est drôle à dire, mais comme ils voulaient tellement nous garder qu'ils ont dit, ben oui, n'importe quoi, ce que vous voulez. On va s'adapter, c'est correct, on va tout faire pour vous. Donc, on est venu avec l'idée, au départ, c'était un voyage backpack de 3 mois où on allait partir avec notre équipement radio OK. puis faire toute l'Amérique latine. Donc là, on avait des gros sacs à dos, 60 litres. On partait en Amérique latine pour un road trip pas un road trip, un à-pied trip de 3 mois avec tout l'équipement radio. Puis on allait faire nos émissions matin, retour. Et puis la pandémie est arrivée. Oui, donc OK. on avait pris 2 semaines de vacances pour commencer le voyage. Puis pendant les 2 semaines de vacances, là, la pandémie a commencé, puis nous, on était en Colombie. Donc on était parmi les rescapés. Oui, on était parmi les rescapés. Puis on a fait un peu d'émissions à distance de la Colombie. Quand j'y repense, j'étais un peu contente que ça n'a pas fonctionné parce que l'Internet était tellement lent que je crois que j'aurais fait des crises de nerfs à chaque matin à essayer de faire mon émission de radio à distance de la Colombie. Mais oui, donc c'est ça qui s'est passé. Notre plaisir, notre idée, on quitte, mais on continue à faire de la radio. C'est comme éteint avec la pandémie. On est revenu ici dans la Matapédia. Ma mère a un chalet sur le bord du lac à Sébec. Donc, mais c'est un chalet de 2 saisons, là. Vraiment pas fait pour l'hiver. On est revenu en mars. Donc, on s'est installé là-bas et on a comme commencé à penser à qu'est-ce qu'on voulait faire. On savait qu'on allait retourner à la radio, mais ça réglait pas le problème que, 1, il n'y avait pas de logement approprié, puis 2, on voulait voyager. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est vraiment là, on a commencé à faire des remue-ménages. Cet été-là, le premier été, là, pendant la pandémie en 2020, on est retourné en Alberta. On a continué avec notre voiture à faire des petits voyages. On est allé en Colombie-Britannique quelques fois. Là, on dormait dans notre voiture, on imaginait. On a regardé des campers. Au début, on disait, bon, on va acheter une petite roulotte, comme une toute petite, tu sais, les gouttes d'eau, là. On a dit, on va acheter ça. Fait que là, on regardait les roulottes. On a presque acheté une. Finalement, ça n'a pas fonctionné. C'était une bonne idée que ça fonctionne pas. Mais c'était un été vraiment où on se disait, mais qu'est-ce qu'on va faire? On veut continuer à travailler à distance. On veut mettre les bases pour pouvoir voyager, travailler. Donc, c'était ça notre but final, c'était voyager et travailler. Puis là, on avait une radio puis un conseil d'administration qui était derrière nous, qui pensait que c'était une bonne idée tant qu'on continuait à faire du bon travail. Puis c'est une communauté si éloignée qui se disait, bien, on a des gens compétents qui veulent rester. Donc, comment est-ce qu'on facilite tout ça? Puis, on a eu l'idée tout simplement d'acheter une vanne. Et j'ai dit ça à ma mère. Et ma mère, c'est une personne, il ne faut pas que tu lui dises quelque chose si tu ne veux pas qu'elle exécute. Donc, j'ai dit, on va acheter une vanne. 2 semaines plus tard, elle m'a dit, je t'ai acheté une vanne. Elle nous a appelé. Je suis à Québec. Il y a un vendeur de vannes devant moi. Puis elle l'a acheté. Est-ce que je signe? Non, il était trop tard, elle l'avait déjà acheté. Le projet de déménagement de l'hôtel de ville d'Amqui et du réaménagement du carrefour sportif est en cours actuellement. En lien avec ce projet, le gouvernement du Québec a annoncé une aide financière en infrastructure. C'est la ministre des Affaires municipales, André Laforêt, qui s'est déplacée à Amqui pour en faire l'annonce. Voici le reportage. Donc ici, on annonce tout de suite une belle contribution du gouvernement du Québec, un investissement de plus de 4 millions. C'est pas rien pour la reconstruction de votre hôtel de ville à l'extérieur de la zone inondable. Donc, ce sera à côté du centre récréo culturel d'Amqui.
La relocalisation de l'Hôtel de Ville fait partie d'un grand projet qui était attendu depuis longtemps ici à Amqui. J'ai visité l'ancien Hôtel de Ville, je vous comprends vraiment. André Laforêt, ministre des Affaires municipales, bonjour. Bonjour, bonjour. Bienvenue dans la Matapédia. Est-ce que c'est la première fois que vous venez à Amqui? À Amqui, oui, arrêté ici vraiment la première fois, sauf que depuis 7 ou 8 mois, là, ça fait quand même 4 fois que je viens ici. Donc, j'aime bien votre région. Ah, merci. Vous êtes venu aujourd'hui pour annoncer une bonne nouvelle concernant le projet de construction de l'Hôtel de Ville et de réfection du Carrefour sportif. En quoi ça consiste? Bien, en fait, moi, je suis aux affaires municipales. Donc, on a un programme, c'est le PRAFI, le programme de réfection pour les municipalités pour faire face aux inondations. On avait ici l'Hôtel de Ville qui était en zone inondable. Donc, la municipalité a déposé une demande pour déménager, relocaliser son hôtel de ville. Donc, c'est une grande nouvelle aujourd'hui. C'est quand même 4 millions pour le projet, pour la municipalité d'Amqui. Alors, moi, je félicite Mme la mairesse parce que les documents ont été bien déposés, bien évalués. J'ai remercié le conseil municipal, la direction aussi. Mais c'est un beau projet. On est ici, tout le monde est satisfait, tout le monde est heureux. Justement, vous devez recevoir beaucoup de demandes justement pour des projets de subvention. Pourquoi avoir choisi celui-ci? Bien, la première des causes, c'était parce que, comme je le mentionnais, l'ancienne Hôtel de Ville était en zone inondable. Donc, le programme répond aux infrastructures municipales qui sont dans des zones inondables. Puis le programme, le PRAFI, a été décidé après les inondations de 2019. Donc, c'est un programme qui est vraiment, oui, très généreux, mais en même temps, il faut voir qu'il faut penser au changement climatique, il faut penser aux inondations, puis il faut protéger nos infrastructures municipales. Tant qu'être de passage à Amqui, vous avez eu une rencontre juste avant la conférence de presse avec les maires, les mairesses, la préfet de la circonscription. Quel était l'objectif de cette rencontre-là? Être à l'écoute. Est-ce qu'il y a des endroits où on pourrait s'améliorer? Est-ce qu'il y a des programmes qu'on pourrait améliorer? Est-ce qu'il y a des citoyens ou des élus qui avaient besoin de me parler de certains enjeux ici? Donc, il y a eu de très beaux échanges. Donc, peut-être d'autres projets qui vous ont été proposés par la même occasion? On a parlé de tous les projets. C'est sûr, moi, je suis aux affaires municipales, donc on a parlé de nos programmes aux affaires municipales, la TEC, le Fonds Région Ruralité, le point de croissance de TVQ, mais on a parlé aussi des enjeux là, en transport, des enjeux de chemin forestier. Mais ici, honnêtement, c'est le fun parce que ma collègue Maïté Blanchette-Vézina est ici, puis c'est déjà des dossiers qu'elle travaille très bien, puis les autres députés travaillent très bien aussi. Donc, j'étais heureuse d'être ici, puis avec Pascal cette semaine, c'est une bonne semaine pour lui. Donc, c'était le fun d'être avec tous les élus. C'était le fun de voir quand même les députés qui ne sont pas dans les mêmes partis s'entendent bien et travaillent bien ensemble. Ah ben moi, j'ai 1039 municipalités. Donc moi, au départ, je travaille pour les citoyens des 1039 municipalités. Puis il faut voir que autant les projets d'hôtels de ville, casernes de pompiers, peu importe, bien, c'est important dans toutes les municipalités du Québec. Alors oui, je suis ici chez Pascal Bérubé. Puis ça me fait plaisir parce que oui, je suis partout au Québec, moi. André Laforêt, ministre des Affaires municipales, merci beaucoup. Merci d'être venu annoncer en personne là, cette belle nouvelle. Et merci de votre présence. Merci à vous. Bon été. Aujourd'hui, c'est un jour important pour la ville d'Amqui. Vous savez que c'était depuis plusieurs années que notre administration étudiait différents scénarios pour répondre aux défis posés par l'emplacement à risque de notre hôtel de ville actuel, qui est situé d'ailleurs dans une zone inondable et qui est dans un état qui a besoin, on parle même plus d'amour, là, c'est plus que ça qu'elle a besoin. Alors, tout a été analysé, démolition sélective, démolition globale, réaménagement, réfection, agrandissement ou même achat et déménagement. Donc, l'annonce, ça concerne un financement qui a été donné pour le projet de l'Hôtel de Ville et du Carrefour sportif. Un beau montant qui a été remis. Ça va être quoi l'impact, justement, de ce montant-là que vous recevez? Bien, de toute façon, au niveau du PRAFI, étant donné qu'on est dans une zone inondable, l'hôtel de ville actuel, c'est ce qui fait qu'on peut avoir un montant qui justifie le réaménagement, le déplacement. Donc, c'est 4 32 000 quand même qui nous est accordé dans le programme le PRAFI. Quand on va faire la relocalisation de l'hôtel de ville, je ne sais pas si vous pouvez voir un peu, ça va être
adjacent au centre récréo-culturel. Ça va être avec un couloir passage qui va nous amener au centre, à Nouvel Hôtel de Ville, qui va être sur 2 étages. Fait que c'est ça va être un lieu quand même qui va être agréable d'abord pour nos employés. Parce que, tu sais, dans les locaux où on est à l'heure actuelle, c'est pas très chaleureux. C'est pas chaleureux du tout même. C'est pas accueillant. Cette bâtisse-là, bon, étant donné qu'elle est dans une zone inondable aussi, il n'y a pas eu de rénovation, il n'y a pas eu rien qui a été fait depuis plusieurs années parce qu'on ne pouvait pas non plus mettre de l'argent des citoyens à faire quelque chose de toute façon qui n'avait pas de suite après. Donc, c'est ça, ça va faire un milieu de vie, un milieu de travail, parce que c'est aussi un milieu de vie. Tu sais, un milieu de travail, ça devient un milieu de vie parce qu'avec toutes les heures qu'on passe au travail dans une semaine, donc ça va faire un milieu où est-ce que les gens ça va être accueillant, ça va être chaleureux pour eux autres, ça va être agréable et aussi pour les citoyens, les visiteurs qui vont venir, bien, tu sais, je pense que ça va être wow, ça va être vraiment ça quand on va rentrer dans notre centre récréo-culturel et qu'on va aller vers l'Hôtel de Ville. Ça va être wow! Fait que là, ça va faire baisser un peu les coûts. Fait que j'imagine pour les contribuables, c'est une bonne nouvelle aussi. Ça va coûter moins cher à la population. Bien, ça va coûter moins cher, c'est ça. C'est qu'au niveau de la subvention, c'est sûr que ça aide énormément, justement, parce qu'on a besoin... Tu sais, ce qu'il faut surtout se dire, c'est que c'est quelque chose vers quoi on devait tendre, on devait aller absolument... On avait besoin d'un nouvel hôtel de ville. Donc, cette subvention-là nous aide justement à diminuer les coûts, c'est sûr. Et aussi, ce qu'il faut dire, c'est que, oui, on a cette subvention-là, mais on a aussi une directrice des projets, Véronique Bouillon, qui continue aussi à travailler pour aller voir partout où est-ce qu'on peut rajouter des subventions pour atteindre le maximum qu'on peut avoir aussi. Fait que, tu sais, on a des gens qui travaillent aussi à l'Hôtel de Ville pour rajouter des subventions, les argents, pour faire en sorte que la charge aux citoyens soit le minimum, en fin de compte. Oui, c'est ça, parce que pour tenir ces subventions-là, il y avait des démarches à faire. C'est vous qui deviez faire voir à quelles vous pouviez demander. Tout ça, il y a quand même un beau travail qui se fait derrière ça. Il y a un très gros travail qui se fait. C'est un travail de longue haleine aussi. T'sais, ça fait quand même longtemps. Il a fallu d'abord travailler sur les plans et devis. Il a fallu d'abord s'entendre avec les architectes. Non, à un moment donné, non, ça coûte trop cher. Change-nous tel revêtement, c'est pas ça qu'on va prendre parce que c'est trop onéreux. On va avoir quelque chose quand même qui est sobre aussi et tout. Fait que ce travail-là a été fait. Ensuite, ça a été au niveau d'aller pour les subventions. Et c'est ça, bon, on a au niveau du profit, mais on regarde aussi tout ce qu'on peut rajouter comme subvention pour faire en sorte que notre enveloppe de subvention va être plus haute. Mais au niveau du profit, c'est ce qu'on a eu quand même, 4 032 000. C'est très, très, très acceptable. Oui. Je pense que oui, hein? Oui. Là, les subventions rentrent, l'aide financière est là, les travaux sont commencés. Ça va bien dormir cet été? Ça va bien dormir parce que là, on sait que tout ça, c'est enclenché parce que, tu sais, au-delà de l'Hôtel de Ville, on a tout le carrefour sportif, la cour du carrefour sportif aussi qui est refait en même temps. Donc, le printemps prochain, bien, on va avoir tout ça qui va être l'Hôtel de Ville. On va avoir notre nouveau skatepark qui va être construit. On va avoir le terrain de basket qui va être là. Fait que ça va être complètement un autre coup d'œil, un autre aménagement qu'il va avoir là. Fait que ça va être très, très, très accueillant pour les jeunes aussi qui vont venir. Fait qu'on veut que tout le monde s'approprie ce territoire-là aussi et l'occupe surtout. Il est prévu que la construction du projet de relocalisation de l'Hôtel de Ville et du réaménagement de la cour du carrefour sportif se termine à l'été 2025. Durant les travaux, les activités qui ont lieu au carrefour sportif se poursuivent. Mais pour connaître l'organisation temporaire, vous pouvez consulter le site Internet de la ville d'Amqui à amqui.ca. Quelles sont les installations que vous avez rajoutées dans la vanne? Oui, il n'y avait rien du tout dedans. C'était vraiment une vanne c'était une compagnie de logement qui déménageait des choses trucs dedans, là, tout simplement. Et le peu qu'il y avait, on l'a arraché. Ouais, on l'a arraché, on l'a remis à neuf, on a tout commandé, on est revenu dans la Matapédia. Donc, c'est vraiment une vanne matapédienne. On est revenu dans la Matapédia pour la faire, dans le garage à son père. On l'a refait à neuf. Donc, on a fait les planchers, les murs, le cèdre qui à l'intérieur, c'est sur ses terres familiales que le cèdre a été coupé. Bois 100% matapédien. Moi, Comme ça, la Matapédia vous suit toujours. Toujours.
Moi, je voulais absolument comme quelque chose de plus bon pour l'environnement. Donc, j'ai acheté de la laine de mouton pour l'isolation. OK. Donc, littéralement, à l'intérieur, il y a de la laine de mouton. Puis, si on la ferme pour quelques mois, tu sens un peu le mouton à l'intérieur. Mais la laine de mouton, c'était l'idée que ça respire, ça isole, mais aussi ça empêche la moisissure. Puis, c'était au final une bonne idée parce qu'on a eu beaucoup de fuites d'eau avec les années. Donc, si on avait mis d'autres choses, probablement que on aurait eu de la moisissure, ce qu'on n'a pas au plafond. On a peut-être ailleurs, mais on n'a pas dans les murs, donc ça, c'est sûr. Quoi d'autre qu'on a fait? On a fait de la peinture à la craie. J'ai commandé des pigments de peinture de Russie. J'ai fait ma propre peinture. Donc ça, c'était... Je le conseille pas. C'était pas une excellente idée, mais c'était le fun. Morceau. Également, on a fait l'électricité, le système électrique avec les panneaux solaires. On est 100% autonome sur la route. On a, une prise électrique pour plugger, disons, dans une base de camping régulière, mais normalement, on peut se débrouiller seulement avec nos panneaux solaires sur le toit. Puis on a un inverteur chargeur pour les gens qui s'y connaissent. On a un système de batterie super efficace. Du filage, on a des lumières, on peut chauffer. Il y a toutes sortes de trucs. On a un poêle à bois. Ça, c'est tout le monde adore le poêle à bois. Donc, c'est la chose que les gens regardent. Il y a des gens qui ont des vannes beaucoup plus belles que nous qui capotent sur notre poêle à bois. Ça, c'est une compagnie montréalaise, en fait. C'est une compagnie québécoise. Ça s'appelle Mini Wood Stove et ça le dit dans le nom, ils font des petits donc poêle à bois tout simplement. Et on a acheté celui-ci qui est parfait pour comme l'automne. Pour l'hiver, on aurait dû prendre peut-être un peu plus gros parce que là, il faut qu'on se réveille en plein milieu de la nuit pour rajouter des bûches parce que vous voyez, là, il est vraiment tout petit, tout petit. Donc, on s'est laissé influencer par des YouTubers du Royaume-Uni qui disaient « Mais non, le plus petit, c'est parfait! » Peut-être moins au Canada. Ou pour le nord de l'Alberta, là, vraiment, peut-être qu'on aimerait avoir un peu plus gros. Donc, la prochaine vanne, on le saura, mais vraiment, ça fait la job. Dès que c'est un peu frisquet, on allume nos bûches. On a une petite scie à chaîne sur la route avec nous électrique. Donc, si jamais on est dans le bois quelque part, on peut aller couper quelques branches ou on achète des fois, rarement, mais comme du bois comme au dépanneur, des choses comme ça, puis on va couper. Ça nous est arrivé quelques fois là, de devoir utiliser cette technique-là. Et concrètement, on travaille encore à plein temps, même quand on est en voyage. Donc, on a toujours besoin d'une bonne connexion Internet. Pour ça, on a l'Internet satellitaire aussi. On a une grosse antenne qu'on promène avec nous. Oui, ça, c'est la grande question. Comment vous faites pour avoir de l'Internet sur la route? C'est ça, parce que vous pouvez réaliser vos émissions directement de la vanne. Oui, on fait nos émissions de radio à tous les matins. Puis ce qui est difficile des fois, c'est le changement d'heure. Donc, par exemple, quand on est en Californie, il faut qu'on commence l'émission du matin à 5h45. Ce qui est assez... Bien, c'est sûr qu'une personne qui fait un show du matin habituellement, comme à Amqui ou Rimouski ou dans les régions, vont se lever de toute façon à 4h du matin. Mais quand on parle d'un petit village de Plamondon de 350 habitants, nous, habituellement, on se levait à 7h. Donc, ça fait un petit peu tôt, des fois, surtout dans la vanne, quand il faut que tu te prépares, que tu fasses ton café et tout, puis que tu es dans un endroit restreint. Surtout quand tu échappes ton café à 5h du matin dans la vanne, c'est pas le fun. Mais deux choses pour l'Internet. D'abord, les réseaux cellulaires, ce qu'on appelle le hotspot, donc le partage de réseau à partir de ton cellulaire. Les deux, on a de grands forfaits. Donc, pas le choix. Oui, non, c'est ça. On a des grands forfaits, donc Canada, États-Unis. 50 gigs ou plus qu'on partage directement notre réseau. L'année passée, on l'a pas fait cette année, mais on est allé avec le Starlink, le fameux Internet satellite d'Elon Musk. Puis c'est comme un gros satellite qu'on met sur le dessus du toit et ça fait très bien. Ça mange un peu de batterie, là, donc c'est sûr que quand c'est une journée grise, c'est pas l'option qu'on préfère. Mais c'était plus pratique sur la côte ouest des États-Unis que la côte est parce que sur la côte ouest, il y avait moins de partage de réseaux cellulaires avec des grandes compagnies canadiennes parce que quand tu achètes ton forfait au Canada, il y a comme une espèce d'échange partenariat avec des compagnies aux États-Unis. Puis sur la côte ouest, c'était plus difficile de trouver de l'Internet adéquat. Fait qu'avec le satellite, en plus des endroits complètement off-grid qui étaient super bons pour le satellite, on pouvait avoir un très bon réseau. Cet été, la Vallée de la Framboise de Valbriand a gagné plusieurs prix pour différents concours canadiens et internationaux qui réunissent plus de 20 pays. Quel est ce concours dont vous avez participé?
En fait, on a participé à 2 concours. C'est toujours les 2 mêmes concours qu'on participe depuis plusieurs années. C'est le All Canadian Wine Championship qui a lieu en Ontario. Et l'autre, c'est le Finger Lakes International Wine Competition qui a lieu à New York. Donc, un, c'est un concours canadien. L'autre, c'est un concours international. Et vous avez gagné plusieurs beaux prix. Oui, au concours canadien, dans le fond, Dossana a remporté la double or, donc la meilleure note dans sa catégorie, et le Fabuleux a gagné l'or. Au niveau international, le Brochu a remporté l'or, et le Matapédien, le Fabuleux et la Dossana ont remporté la bronze. Pouvez-vous me parler de ces beaux produits? Oui, mais en fait, le Matapédien, c'est un vin de framboise à 11 %. Donc, un petit vin léger, fruité, qu'on prend l'été sur le bord de la piscine, l'hiver en jouant aux cartes. C'est un petit vin qui sert à ça. Le Fabuleux, la Dossana, c'est 2 mistels. Dans le fond, c'est 2 apéros. Une à la framboise, l'autre au bleuet, qu'on prend bien froid ou on peut diluer avec une glace. Et notre Brochu, qui est notre liqueur framboise et cassis, que les gens appellent communément Porto. Dans le fond, on le prend plus en digestif sur glace. Sinon, on pourrait le mélanger avec du vin blanc sec pour faire le kir matapédien. Pour terminer, quelles sont les activités que vous proposez cet été? En fait, on a la visite guidée qui est disponible à chaque jour à 2 heures. Sinon, on a 2 5 à 7, dont un le 28 juin et l'autre le 19 juillet, directement sur notre site. Il y a le souper champêtre que ma fille Judith organise aussi. Et il y aura la fête de la citrouille, bien sûr, là, les 2 dernières fins de semaine de septembre. Je vous invite à venir cet été à la Vallée de la Framboise de Valbriand pour déguster ces nombreux produits. Pour l'émission, j'ai eu la chance de suivre le cours de danse en ligne country pop proposé par Tracy Saint-Amand qui se donne cet été au gym Art Fitness d'Amqui. À qui s'adressent ces cours de danse en ligne? Bien, en fait, à tout le monde qui veulent juste essayer la danse en ligne. Puis, moi, je m'ajuste aussi selon les gens qui sont là et leur niveau, quelle danse je choisis, dans le fond, à enseigner pour que tout le monde soit capable, finalement. Il y a eu un choix assez précis pour la musique. Oui, mais en fait, c'est country pop, donc du country américain récent ou des chansons plus populaires aussi assez récentes. Donc, mais il y a aussi des vieilles chansons. Fait que, tu sais, il y a vraiment une balance là-dedans, mais tu sais, c'est pas sur... en fait, dans la danse country pop, il y a des danses quand même tranquilles, plus slow, mais moi, j'aime plus celles qui bougent plus, qui sont plus rythmées. Donc, ça va, tu sais, mes choix vont vers celles-là, assurément. Mais j'essaie d'y aller aussi selon les goûts là, de tout le monde. Pour cet été, les cours sont complets, mais tu me disais qu'il y aura potentiellement des cours à l'automne. Oui, Jackie et moi, on a parlé sûrement à l'automne aussi. Là, il va y avoir des cours. On ne sait pas quelle journée ni quelle heure non plus, mais oui, vu que c'était complet, elle dit qu'il y a de l'intérêt, fait qu'on va essayer de continuer. Pour suivre les prochains développements concernant les prochains cours qui se donneraient potentiellement à l'automne, je vous invite à suivre la page Facebook du gym Art Fitness d'Amqui.
Je suis allé à la rencontre du jeune entrepreneur matapédien Étienne Boudreau qui est venu me parler de sa nouvelle création, ses jeux de cartes assez particulières. Salut Étienne, tu vas bien? Yes, toi. Super bien, merci. Merci de venir à l'émission. Premièrement, c'est quoi le concept de ces cartes? Dans le fond, c'est un jeu de cartes normal, sauf que s'il y a des pensées positives dans le derrière, fait que ça a une double utilité. Mettons que quelqu'un peut, il y a des boîtes de pensées positives que le monde pige une carte à chaque jour, pour se rappeler une pensée positive, ben on peut faire ça, puis en même temps on peut jouer aux cartes. Fait que c'était ça le but au début avec cette création-là. T'as commencé le processus de création en novembre dernier. Ouais. Comment a été le processus de création? Au début, j'ai commencé, je faisais ça chez nous tout seul. Je peinturais un jeu de cartes normal. J'attendais que ça sèche. Puis le lendemain, j'écrivais les pensées positives. Fait que ça, un paquet de cartes, ça me prenait 2-3 heures à faire. Fait que tu sais, c'était pas ce qui était le plus facile à faire, mais un moment donné, j'ai contacté Jessica Rivard, puis c'était avec elle, vraiment, on a monté le projet tous les deux, et puis c'est avec elle vraiment que ça a parti, c'est avec elle, c'est grâce à elle que j'ai réussi à avoir qu'est-ce que j'ai aujourd'hui avec les paquets. Est-ce que dès le début de la conception, tu avais déjà dans l'esprit d'en faire quelque chose de professionnel, d'en faire un produit fini? Non, pas au début. Au début, tu sais, je voulais me trouver un projet entrepreneurial, mais j'avais pas comme pensé que ça pourrait devenir où c'est que c'est rendu aujourd'hui. Et parlons un peu là, de l'entrepreneuriat. C'est quand même rare de voir un jeune qui se lance comme ça dans un projet entrepreneurial. En quoi l'entrepreneuriat est venu te chercher? Ça fait pas tant longtemps que j'étais intéressé à l'entrepreneuriat. Après l'été passé, j'ai commencé vraiment à m'intéresser à l'entrepreneuriat. Mais tu sais, j'ai pas beaucoup d'entrepreneurs dans ma famille. Tu sais, j'ai pas comme un modèle comme lui, j'aimerais ça être comme lui plus tard, mais c'est venu comme ça. Puis c'est pour ça que je tenais vraiment à me trouver un projet entrepreneurial, mais j'ai peu d'inspiration. Là, dimanche qui s'en vient, le 7 juillet, c'est le lancement officiel de ces cartes à jouer. À quoi on peut s'attendre pour le lancement? Dans le fond, il va y avoir quelques personnes qui vont venir parler en avant. Il va y avoir Marie-Laurence Giroux qui m'a fait vraiment l'infographie tout au complet. Il va y avoir Edith Ouellette de Matamagia qui va parler, puis il va y avoir moi qui va dire comment que le projet a débuté, et puis après, les personnes vont pouvoir acheter les paquets de cartes. Si on ne peut pas aller au lancement, où peut-on se procurer tes cartes? Là, jusqu'à date, on a juste un point de vente, c'est au Matamagia. Mais sinon, on peut me contacter à mon adresse courriel, et puis je pourrais m'arranger avec les personnes en privé pour aller leur apporter les paquets de cartes. Eh bien, merci Étienne d'être venu à l'émission et je te souhaite beaucoup de succès dans ce nouveau projet. Merci beaucoup. Ne manquez pas le lancement des cartes de création Étienne Boudreau ce dimanche 7 juillet à 13h30 au site patrimonial de pêche Matamagia. Vivre comme ça, vivre de la van life, c'est comment? C'est quoi les avantages, les inconvénients? Bien, les avantages, c'est que ta maison peut être partout. Oui. Comme moi, j'ai toujours rêvé quand j'étais petite de vivre aux États-Unis. Puis bon, maintenant que je connais un peu mieux mon pays, c'est pas vraiment mon rêve, mais de pouvoir vivre littéralement à San Francisco pendant 2 semaines, c'est un rêve. Comme on peut vivre où est-ce qu'on veut, quand on veut. Notre maison est avec nous constamment. Ça, c'est vraiment un bel avantage. Puis quand tu parlais de ta sédentarité, c'est un peu ça qu'on retrouve avec le véhicule parce que t'as beau être à New York, à San Francisco, dans une des grandes villes du monde, quand tu retournes à l'intérieur de ton véhicule, tu fermes les portes, t'es chez toi. Au final, tu peux écouter une petite série Netflix avant de te coucher, lire un bon livre, puis tu te sens à la maison. Donc, c'est ce bon côté des choses où, justement, parce qu'on l'a fait, le voyage à sac à dos avant ça, on dormait dans des hostels, toujours avec nos sacs à dos. Toute notre existence était dans le sac à dos. Là, on a un chez nous, au final, quand même. Oui, tu te sens vraiment à la maison, là, quand on est à l'intérieur. Tu allumes un petit feu, puis tu pars un film. C'est le retour dans le salon à la maison. Tu le revis quand même, mais en version très condensée quand même, là, mais puis pour avoir, tu l'as, ce sentiment-là. Pour avoir voyagé avec
un avion, comme souvent, mettons, tu vas aller à Nashville, bien, tu vas être pris dans le centre-ville de Nashville. Alors qu'on voyage avec un véhicule, donc on peut faire plein de choses qui auraient coûté tellement cher si on avait voyagé en avion. Puis c'est sûr que une de nos grosses dépenses, c'est le gaz, mais sinon, on ne paye pas d'appartement, on paye notre nourriture, mais tout le reste, comme il y a tellement de choses qu'on peut faire avec ce véhicule-là qu'on n'aurait pas pu faire si on avait dit, bon, on prend un billet d'avion, on va à Los Angeles, là, faut que tu prennes un taxi ou un Uber pour aller partout, faut que tu te déplaces, faut que tu prennes une chambre d'hôtel. On a jamais... Comme là, cette année, on a pris peut-être 2 chambres d'hôtel, mais c'est très rare qu'on fait ça, puis habituellement, on le fait pas. Ça apporte beaucoup de liberté dans les voyages. Oui, on peut voyager sans un camper, un VR, peu importe, mais l'adaptabilité du véhicule est vraiment une source de liberté dans nos voyages. On peut partir quand on veut, on se déplace à notre rythme. Si on a envie de rester une semaine de plus à un endroit ou partir le lendemain parce qu'on n'est pas bien à une ville, par exemple, eh bien, on peut le faire. On a de la place pour mettre de l'équipement, on a de la place pour mettre de la nourriture, on peut se faire à manger nous-mêmes, on apporte nos vélos avec nous également. Donc, quand on est dans des grandes villes, on peut laisser le véhicule à un endroit puis partir en vélo tout simplement et exister dans ces endroits du monde où on n'aurait pas nécessairement l'occasion de vivre tout simplement. Puis en travaillant, on ne peut pas trop bouger non plus parce qu'il faut quand même que tu restes 7 heures assis quelque part par jour pour travailler. Et ça a été une des choses qu'il fallait s'adapter parce que quand on a construit la vanne, on pensait qu'on allait pouvoir vraiment travailler à l'intérieur. Et on peut, mais on vient fatigué. Donc souvent, on va dans une bibliothèque publique, ce qui est gratuit, ou on va dans un café. On a beaucoup trop abusé des Starbucks, on essaie d'arrêter. Ou on va dans un petit café local, mais cela souvent peut-être, c'est un petit luxe parce que ça nous coûte un peu plus cher. Donc le Starbucks. Que le Starbucks. Donc, on essaie d'y aller un peu moins souvent. On est des grandes amatrices de café aussi. Donc, l'odeur du café est difficile de résister. Donc, c'est jamais assez. Fait que d'être dans un endroit propice à notre addiction, c'est compliqué. Mon père, on a mis le tracker, le GPS sur notre téléphone, puis il me dit, à chaque fois que je regarde, t'es où? T'es au Starbucks? Constamment au Starbucks. On a visité beaucoup de Starbucks, mais aussi on les a tous vus. Beaucoup de petits cafés locaux aussi. Puis cette année, on s'est forcé à faire plus de bibliothèques parce qu'on voulait arrêter de dépenser sur les cafés. Puis aussi, ce qui est très cool avec les bibliothèques, qu'on n'avait pas exploré dans les 2 premières années de voyage nécessairement beaucoup, là, je pense qu'on en a fait une. C'est que les gens ont plus envie de vous parler, d'échanger. C'est un endroit plus propice à la vie communautaire que les cafés où c'est juste un échange commercial. Dans la librairie, les gens viennent te voir comme si tu étais dans la Matapédia puis que les gens te connaissaient, ils viennent te dire bonjour, te poser des questions. Donc, on a vraiment plus d'interaction sociale depuis qu'on passe du temps dans ces endroits communautaires-là. Oui, c'était drôle. Les 2 premières années, on se disait, OK, ben on part, on parlera plus à personne pendant 2 mois parce que littéralement, sur la côte ouest, il y a beaucoup de gens qui se font des amis en faisant de la vanne, mais c'est les gens justement qui vont aller faire les réunions de vannes ou qui vont se rassembler dans un parking avec juste des vannes. Nous, on a aller dans les campings tout simplement. Qui vont avoir des groupes Facebook. C'est ça. On est un peu solitaire puis on aime faire nos propres choses. Donc, malheureusement, on s'est pas vraiment fait beaucoup d'amis de vannes. On en connaît quelques-uns, mais c'est pas des gens qu'on suit sur la route comme on peut voir sur les réseaux sociaux. Puis tant mieux pour ces gens-là qui le font. C'est juste pas notre jam, comme on est amis avec les baristas. Oui, nous, on est amis avec les baristas. Mais oui, sur la côte ouest, on dirait à part commander un café ou un burrito, on parlait pas vraiment aux gens. Une fois de temps en temps dans un parc, mais vraiment, cette année, on a fait le sud des États-Unis. Et c'est vrai ce qu'ils disent. Il y a de la chaleur, là. Il y a de la chaleur, il y a de la générosité. Les gens, on était parqués, ils venaient nous parler, puis ils nous donnaient des trucs. Puis vraiment, on a adoré l'est des États-Unis puis le sud. Ça a été vraiment une belle découverte, surtout la nourriture aussi. Puis c'est ça qui est le fun, comme on peut découvrir certains endroits et les États-Unis, c'est tellement diversifié. C'est sûr que là, on a fait l'Est, l'Ouest. Il va rester un peu le milieu à faire. On ne va pas toujours aller aux États-Unis. Un de nos grands plans, c'est d'envoyer la vanne en Europe ou encore faire un peu du Mexique. Mais c'est vraiment une liberté qu'on a. On fuit un peu l'hiver, mais en même temps, on ne le fuit pas tant parce qu'on part plus au début du printemps. On part vers la fin de l'hiver. Tu sais, quand l'hiver ne veut pas partir, là, c'est là qu'on part. Quand on a assez de l'hiver. C'est quand la dépression saisonnière est à son pic. Nous partons, comme des petits oiseaux. Comme à chaque année, on rencontre le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, pour faire le bilan de la session parlementaire.
qui est une période durant laquelle le Parlement se réunit pour délibérer sur divers sujets. Bonjour Pascal. Bonjour Marc. Ça va bien? Très bien. Donc, avant de commencer, pour bien comprendre ton travail, en quoi ça consiste pour toi, là, la session parlementaire? Je suis député à l'Assemblée nationale du Québec. Donc, ça se passe à Québec sur les juridictions de l'État québécois. L'éducation, la santé, la culture, la voirie, ces enjeux-là qui sont près des gens. Je siège à l'Assemblée nationale au Parlement à peu près comme l'horaire d'une année scolaire, entre septembre et décembre, janvier et juin. Et quand je suis là, c'est pour débattre, faire adopter des lois, intervenir sur des sujets plus nationaux. Mais mon travail, c'est aussi beaucoup en circonscription, qui est immense. Hein. J'ai la Matapédia, la Matanie, la Métis, 45 municipalités différentes. Et j'ai 3 bureaux pour accueillir les gens qui ont souvent des problèmes, qui me demandent de les aider ou qui ont des idées. C'est un peu ça mon travail. Donc, je suis un peu l'avocat de 48 000 citoyens, un avocat qui est payé avec vos taxes et vos impôts et qui essaie de rapporter beaucoup à sa région. C'est un peu ça mon travail. Donc, on va revenir un petit peu sur les sujets là, que tu as apportés en Chambre, au Parlement. Le premier sujet que je veux qu'on aborde, c'est un sujet que tu lâches pas. En année, tu es toujours dessus. C'est le cellulaire, la zone cellulaire, la couverture cellulaire, je voulais dire, sur le territoire. D'ailleurs, il y a eu une annonce la semaine dernière pour parler peut-être du développement là, par rapport à ce sujet-là. On a eu une avancée importante il y a quelques semaines, c'est-à-dire que sur notre grand territoire, il y a des zones qui ne sont pas couvertes, pas correctement en tout cas. Je pense au corridor entre Matane et Amqui sur la route 195. Je pense aussi au tronçon, je dirais, entre Sainte-Florence et Matapédia, la baie des Chaleurs sur la route 132, puis aussi dans plusieurs îlots villageois de municipalités où dès qu'on tombe un peu dans les rangs, bon. Ça fait des années qu'on veut que ça soit couvert pour des raisons de sécurité puis de liberté aussi de pouvoir téléphoner à qui on veut. Là, on nous a annoncé qu'il allait avoir un certain nombre de tours. On connaît déjà les sites, on sait les zones qui vont être couvertes. Donc, à terme, pour 2026, je sais que ça peut paraître long encore, mais il faut avoir des ententes pour installer les taux puis les déployer. Bien, il semblerait qu'on n'aura plus à se poser la question de la téléphonie cellulaire comme on n'a plus à se poser la question de l'Internet haute vitesse. Je sais que les gens sont sceptiques, ils se disent « ça fait longtemps qu'on attend ça », mais c'est le gouvernement puis non, dans le sens que c'est les entreprises privées qui acceptent ou non de le déployer, dépendamment de l'argent qu'on leur donne. Il faut croire qu'ils ont adopté l'offre, accepté l'offre du gouvernement du Québec, et là, ils vont aller de l'avant. Donc, c'est vraiment du sérieux. On l'aura, il y a encore un peu de temps à attendre. Je sais que c'est long, moi le premier, je suis tanné. J'ai fait les routes, là, régulièrement, beaucoup. Je pense que c'est une avancée qui est importante et qui mérite d'être soulignée. Au moins, ça bouge, c'est bon signe, ça s'en vient. Un autre dossier que je veux qu'on parle, c'est le redécoupage électoral. Ça a été parlé beaucoup, d'ailleurs. Le dossier a été mis sur la glace. Oui, on peut dire que c'est un dossier clos dans le sens que le comté, je l'ai évoqué tout à l'heure, toute la Matapédia, toute la Matanie, toute la Métis. Donc, mon comté de Léméchin à Sainte-Luce, incluant la Matapédia jusqu'à Rousseville. Les 5 municipalités de l'ouest de mon territoire, Sainte-Luce, Saint-Donat, Saint-Gabriel, Les Hauteurs, Saint-Charles-Garnier, ça s'en allait dans Rimouski pour équilibrer le comté. Ça n'arrivera pas. C'est une bonne nouvelle. Moi, je voulais les garder. Mais aussi, on me donnait la Haute-Gaspésie de Cap-Chat jusqu'à Sainte-Madeleine-la-Rivière-Madeleine. C'était beaucoup trop. Donc, les partis se sont entendus pour que la carte électorale demeure la même, au moins pour l'élection de 2026. Puis après, on verra. Donc, OK, c'est une suspension temporaire. Puis on va trouver d'autres critères pour définir la carte électorale. Il faut pas que ce soit des comtés trop grands, difficiles à gérer. Donc, c'est un peu comme ça qu'on s'enligne. Bon, ben au moins, c'est une bonne nouvelle. On peut dire ça, oui. Aux prochaines élections, on est correct. Oui, la prochaine élection, ou je ne sais pas si c'est un scoop pour la TVC, je serai candidat en 2026. Peut-être pour un 6e, 7e mandat, on va voir. Ça serait ton 6e mandat? Ça dépend, on calcule à partir de quand. Pour la Matanie, ça serait un 7e. OK. Mais pour la Matapédia, je suis arrivé en 2012. Donc, l'élection de 2012, 2014, 2018, 2022, ce serait un 5e. Si je suis réélu, évidemment. Rien prendre pour acquis. On fait des suppositions. Mais ça, c'est officiel que tu te représentes aux prochaines élections. Ah ben oui, puis le Parti québécois va bien, premier dans les sondages, dans toute la région. C'est très positif. Et s'il y avait une élection aujourd'hui, on formerait le nouveau gouvernement. À suivre. À suivre. Si ça continue à bien aller, en tout cas. On y travaille. Vous êtes sur une belle pente montante en ce moment. Oui.
Maintenant, je voudrais qu'on parle d'agriculture parce qu'on le sait que les agriculteurs de la région se sont mobilisés. Il y a eu beaucoup de demandes d'aide du gouvernement. On le sait qu'ils ont un rôle important. Là. Si on peut se nourrir, c'est grâce à eux. Ça, c'est quelque chose qui a été apporté beaucoup, qui a été discuté beaucoup. Notre territoire, c'est un territoire forestier puis c'est un territoire agricole. La base de nos communautés rurales, nos villages, c'est l'agriculture. Il y a eu un grand mouvement de mobilisation qui, d'ailleurs, a commencé au Bas-Saint-Laurent. La grande manifestation, la première d'une longue série, c'est à Rimouski. J'étais là, il y avait plusieurs agriculteurs, agricultrices de la Matapédia qui réclament essentiellement une plus grande attention du gouvernement du Québec, de meilleurs revenus, un meilleur support dans ce qui vit, les relations avec la financière agricole, le coût des intrants. Tout ça joue sur leur revenu et sur leur morale et leur motivation à continuer. Et ça joue aussi sur la relève agricole. Si le modèle est négatif présentement, ça ne donnera pas envie à la relève de reprendre la ferme des parents ou de s'investir en agriculture. Il n'y a rien de réglé, mais je pense que la pression qu'on a mise a fait réaliser au gouvernement de la CAQ que l'agriculture, c'est pas un domaine comme les autres. C'est à la base de nos communautés rurales. Et j'ai contribué beaucoup parce que je suis porte-parole de l'opposition en matière d'agriculture. J'en ai beaucoup parlé. J'ai beaucoup passé de temps avec les agriculteurs, que ce soit dans le comté ou à l'extérieur. J'ai beaucoup écouté ce qu'ils me disent, puis je reprends leur discours pour faire avancer les enjeux. Et plus on en parle, plus ça devient un enjeu d'actualité. Puis plus le gouvernement du Québec se dit, bien voyons, s'il en parle, ça doit être un enjeu important. Fait que même dans l'opposition, on contribue à rendre les enjeux encore plus d'actualité, ceux qui comptent. Puis l'agriculture est certainement un secteur qui mérite davantage d'attention. Là, ce que je comprends, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas beaucoup de choses qui ont bougé, mais c'est là. Au moins, le drapeau il est levé. Si vous rencontrez des agriculteurs et ils vous disent « ça va mieux en agriculture », c'est une bonne indication, mais je ne sens pas qu'ils disent ça. Je pense qu'ils sentent que ça commence à bouger au gouvernement du Québec. Encore là, on n'a pas tous les leviers. Le gouvernement fédéral contrôle une bonne partie des leviers. Puis il y a la conjoncture mondiale, puis il y a toutes sortes d'éléments qui conditionnent ce qui se passe en agriculture au Québec, y compris des conflits internationaux parfois. Donc, c'est pas simple l'agriculture, mais il faut que ça dure comme le chantier Corbeau. Connaissez cette chanson-là? Le chantier Corbeau? Cette chanson qui s'appelle L'agriculture du groupe Corbeau. J'en cite un extrait. OK. L'agriculture, faut que ça dure. Ah. Ben oui, tout à fait. Alors, il y a toute une chanson qui vient avec ça, mais il y a notamment ces paroles-là. Ce qui est important. Faut que ça dure. Oui, parce qu'on ne mangera plus. Mais si c'est un besoin vital. si vous écoutez la chanson complète, ça parle aussi d'autres choses que je n'évoquerai pas. Ça pourrait être une belle surprise pour tout le monde. On va aller écouter ça. L'agriculture de Corbeau, chantée par Pierre Harel. Une autre problématique qu'on a croisée aussi, c'est la crise du logement. Et on lit beaucoup ici dans les médias que pour la CAQ, il n'y en a pas de crise, mais c'est pas vrai. Bien, on en a une partout au Québec, y compris dans la Matapédia, oui, c'est ça. Y compris à Amqui. C'est-à-dire que le nombre d'appartements à louer, adaptés aux réalités, salubres, les maisons accessibles pour l'achat, l'accès à la propriété, c'est pas suffisant avec le nombre de personnes qu'on a. Dans la Matapédia, ça existe aussi. Il y a des gens qui restent sur le carreau le 1er juillet. Il y a des gens qui font de l'itinérance, qui passent d'un endroit à l'autre, qui dorment sur un divan dans un sous-sol, qui s'organisent, qui n'ont pas les moyens de payer un appartement. Donc, ça fait partie des réalités. Pas plus tard que cette semaine, j'ai parlé avec des promoteurs d'une OSBL qui font des logements pour personnes autonomes, mais avec des handicaps. Ça s'appelle Anne Logement. Ils vont être à Montjoly. Ils sont à Matane maintenant, mais ils ne sont pas à Amqui. Alors, j'aurais dû en parler à la mairesse ce matin. Ils me disent, si on a un terrain disponible, on pourrait faire 10, 20, 30, 40 unités pour des personnes qui veulent payer moins cher, qui sont autonomes et qui ont un handicap, physique ou mental. Alors, c'est une organisation qui ne fonctionne pas avec des subventions de l'État. Ils ont toutes sortes de bailleurs de fonds. Voilà un beau projet qui libérait d'autres appartements et qui serait là pour une clientèle qui en a bien besoin. Je pense à ce projet-là, mais je pense aussi à des voies plus innovatrices, des maisons bigénérationnelles, par exemple, des mini-maisons. Se poser la question sur l'offre de Airbnb, sujet tabou s'il en est un, parce que ceux qui louent sont bien contents d'avoir le revenu, mais est-ce qu'on ne devrait pas resserrer davantage pour que ces appartements servent d'abord de façon permanente les gens? Je suis prêt à en discuter n'importe quand. Il y a plein d'avenues possibles pour faire en sorte que tout le monde ait un toit et ne paie pas trop cher pour son hébergement. Est-ce que d'ailleurs le Parti québécois ne va pas proposer des solutions? Toute une série de mesures. Mégane Perry-Melançon, la porte-parole nationale du Parti québécois, qui sera candidate dans Gaspé à la prochaine élection,
est arrivée avec un plan complet, elle a fait le tour du Québec, elle a rencontré les intervenants. Et c'est la dignité même d'avoir un toit, un endroit décent où habiter. Ça devrait être une priorité nationale. On ne sent pas que c'est le cas. Je vais terminer avec un sujet qui a fait parler parce que tu es un des premiers à avoir apporté ce sujet-là au Parlement, les maisons des jeunes. Je suis peut-être le seul, d'ailleurs. Ça ne me rassure pas. Oui, c'est important. Qu'est-ce que tu dis que ça ne te rassure pas? Ça ne me rassure pas que je sois le seul. J'aimerais qu'il y en ait plus qui en parlent. Oui. Ouais. Ben, les maisons des jeunes. J'ai fréquenté celle le matin en étant plus jeune. J'ai rencontré des représentantes, d'ailleurs à Matane, il y a quelques mois, des représentantes d'un peu partout, y compris de la Matapédia. Et puis je soupçonne que vous voulez aller vers cette activité qu'on a organisée à Sébec récemment, où on m'a invité à écouter, je dirais, le message des maisons des jeunes, à la fois par les intervenantes, par les jeunes. C'était très émouvant, très touchant. Et c'est une réalité qui est méconnue, celle des maisons des jeunes, des intervenantes sous-payées, des endroits qu'on prend pour acquis. Je pense que c'est des endroits qui sont significatifs pour beaucoup de jeunes qui ont besoin de parler ou d'un lieu sécurisant pour passer du temps quand c'est pas possible ni à l'école ni à la maison. Je fais une longue réponse par une question que vous n'avez même pas posée, mais je soupçonne. Pourquoi les maisons des jeunes? Oui, bien c'est ça. Tu es un des premiers à l'avoir apporté. Puis aussi, il y avait beaucoup les conditions de travail des employés, les gens les éducateurs, les directeurs, ceux qui s'occupent des maisons des jeunes aussi. Là. On est chanceux, nous, dans la Matapédia, on en a qui sont dévoués, qui sont là depuis des années. Bien, je pense à Sébec. Lynn, combien d'années? 40 ans? Je ne sais pas si ça le choc que je dise ça, mais moi, c'est plutôt pour lui rendre hommage. Ben oui, tout à fait. 40 ans d'engagement auprès de la jeunesse, ça vaut la peine d'être souligné. J'espère que quelqu'un prend des notes dans mon équipe, là, 40 ans. Ça me donne des idées. Voilà qui est remarquable. S'engager pour les jeunes, c'est tellement important. Une bonne parole ou une présence réconfortante à un moment clé de l'adolescence, ça peut faire la différence sur la suite de la vie de quelqu'un. Moi, je crois à ça. Donc, oui, les maisons des jeunes, je vais en parler encore à l'Assemblée nationale. Tout à fait. Il y aurait plein d'autres sujets qu'on pourrait amener parce qu'il y a plein de sujets qui pourraient être abordés, mais on a fait le tour principalement des sujets que je voulais aborder. C'est sûr qu'il y a d'autres annonces qui ont lieu. On a annoncé, je vais en nommer quelques-unes rapidement. Annonce d'infrastructures sportives à Saint-Vianney, à Saint-Noël, des jeux d'eau à Sébec quand il fait chaud comme aujourd'hui. Un nouvel hôtel de ville, pas tellement loin d'ici, à Amqui, annoncé que la ministre. Et combien d'autres dossiers où on a fait avancer la Matapédia. Donc, voilà. Puis, ma recommandation pour l'été, aller au marché public de la Matapédia, encourager nos producteurs, productrices, ça vaut la peine. C'est bon, c'est beau, c'est à meilleur coût, à meilleur goût. Ça passe pas par la Californie, moins d'effets de serre. Tout le monde y gagne, notre économie surtout. C'est du nationalisme, ça aussi encourager les nôtres. Tout à fait, puis c'est meilleur. Ça goûte, voilà. Ça goûte bon quand ça sort des agriculteurs. Jeudi, fin d'après-midi, heure du souper, c'est là que ça se passe, près du camping d'Amqui. Là, tu vas avoir une petite pause avant la prochaine session parlementaire? Peut-être pas, non plus. Non, mais une pause de session parlementaire, on parle. Mais je demeure actif. Je demeure actif pareil. Ouais, je me promène partout, puis je fais surtout beaucoup de choses. On va te voir tout l'été. Pas tout le monde. Il y a quelqu'un qui m'a dit tantôt, ça va faire 12 ans que je l'ai invité. Je vous ai jamais rencontré. J'ai dit, moi non plus. Alors, ça dépend si vous vous tenez à la cantine Fortier. Je vous ai jamais rencontré, mais remarquez que vous non plus, je ne l'ai jamais rencontré. Alors, on a toujours des découvertes à faire. À chaque fois. Pascal Bérubé, merci beaucoup. Merci tout le monde. Activité libre, tout le monde. Oui, je te souhaite un bel été. À vous aussi, puis à vos téléspectateurs, dont je suis. Merci. Ah oui, fait intéressant sur la vente qu'on a obligé de mentionner. Le lit, c'est un lit queen. Ça prend la moitié de l'espace habitable dans le véhicule. On aurait peut-être pu le réduire. C'est un lit queen, moins 2 pouces. Mais c'est tellement confortable. Puis on a ce qu'on appelle un garage. Garage, c'est vraiment sous le lit. L'espace sous le lit. La cuisine pourrait être améliorée, là, vraiment, mais on est des personnes qui aiment beaucoup tester la nourriture, donc souvent on mange à l'extérieur. On essaie de se faire au moins 1 à 2 repas par jour, mais quand même, on trouve des endroits pas trop chers. Comme cette année, on s'est rendu compte que ça nous coûtait moins cher d'aller au Mexicain authentique que de faire du Mexicain à la maison.
ça nous coûtait plus cher en épicerie, puis on avait moins de repas. Alors, on a tout simplement arrêté de se faire à manger, puis on allait au Mexicain à chaque jour, puis pour 10 on pouvait avoir un repas pour 2, donc 5 chaque. Et on a fait ça pendant 2 mois. Avec les assiettes des États-Unis, là, c'est pour 3 même. Mais là, on parle pas d'un Mexicain fancy ou quoi que ce soit, c'est comme un Mexicain traditionnel, familial, ça se parle dans la cuisine, c'est toute la même famille, puis il y a cette convivialité aussi dans les restaurants, puis souvent, c'est les restaurants les plus abordables aussi, drôlement. Puis qu'il y avait une diversité on mangeait pas juste du gras, là, il y avait comme des légumes et du riz et des choses comme ça. Très important, trouver des légumes. Et une autre question qu'on nous pose souvent, c'est est-ce que vous avez des toilettes? Est-ce que on a parlé un peu de la douche, mais toilette, on n'a pas parlé. Donc, on avait essayé d'avoir un petit potty, là, une petite toilette compostable. Une petite toilette portative compostable qu'on avait fait nous-mêmes. Mais on trouvait que ça prenait de la place aussi s'il y avait des grandes chaleurs, comme ça sentait dans l'habitacle. On n'aimait pas trop ça. Puis aussi, on a conçu la vente avant d'avoir un chat. Oui. On a eu le chat très rapidement. On a trouvé un chat. Aussitôt qu'on a fini la vente, on est arrivé en Alberta, on l'a trouvé. On l'a adopté. Puis rapidement, on a échangé l'espace toilette pour un espace litière. Même si le chat va très rarement dans sa litière, on a quand même une litière dans la vanne. Donc, on a éliminé la toilette, mais comme on l'a dit, nous, on va pas... si on va dans des endroits sans réseau et tout ça, c'est dans la nature, donc tu peux tout simplement... On a une pelle. On a une pelle, tu peux aller dehors. Puis on est des filles de bois, on vient de la Matapédia, donc on sait squatter. Sinon, comme dans les villes, on va trouver quelque chose à proximité. Donc, si on dort dans un parking ou quoi que ce soit... Si on travaille toute la journée dans un café, c'est pas très compliqué non plus. Puis on dirait on régule nos envies quand on est sur la route, donc c'est fort. C'est intéressant à quel point le corps s'adapte aux endroits où on est. Donc on a moins envie de pipi le matin très tôt, on attend un petit peu. Vous avez vu beaucoup d'endroits, vous avez vu beaucoup de cultures. Oui. Quand vous êtes loin d'ici, est-ce que vous vous ennuyez de la Matapédia? Maintenant qu'on a une maison, on s'ennuie des fois d'être dans la maison. La maison est venue un peu comme par hasard. C'était pas vraiment le plan. Comme on pensait vraiment rester avec la vanne, mais on regardait un peu, on voyait le prix des maisons augmenter dans la Matapédia, puis on savait qu'on voulait un pied à terre ici, mais on pense pas... En tout cas, pour l'instant, jamais être des personnes sédentaires. On aime vraiment voyager, comme on aime le Québec, mais on aime aussi le reste de notre pays. Ce qui est incroyable avec la Matapédia, c'est que c'est un paysage, un environnement qu'on rechercherait en voyage. Ça serait un endroit que je me déplacerais en van. Si je serais jamais venue ici, je voudrais être ici sur le bord du lac puis me trouver un endroit pour dormir. C'est cette connexion, cette continuité avec la nature et le voyage. Et maintenant qu'on a beaucoup voyagé, qu'on a beaucoup vu, je pense qu'on apprécie encore davantage la Matapédia pour ses montagnes, pour ses paysages plus grands que nature, le lac, les rivières. Il y a quelque chose de très spécial. Puis d'avoir grandi ici et d'avoir voyagé, il y a cette perspective-là qu'on n'aura jamais eu si on n'avait pas voyagé comme on le fait aujourd'hui. Oui, on dirait que quand tu grandis ici, tu te rends pas compte à quel point c'est beau. La Matapédia, les montagnes. On est tellement chanceux. On est entre les Chic-Chocs, il y a le lac, il y a les rivières, comme Ariane disait, puis tu t'en rends pas compte. Tu pars, puis tu fais « Ah, OK, comme chez nous, c'est beaucoup plus beau. » Je te dirais que j'adore Plamondon, notre village, mais on n'a pas de collines, c'est plate. Vraiment, c'est les prairies canadiennes. C'est c'est le haut des prairies canadiennes. Donc, je m'ennuie justement quand on est loin, quand on est en Alberta, des petites collines. C'est sûr qu'on n'a pas les montagnes spectaculaires qu'il y a en Alberta, mais c'est pas là qu'on habite. Comme si on habitait dans les montagnes, je te dirais une autre chose. Mais c'est le fun d'avoir aussi une connexion avec l'endroit que tu as grandi, avec ta famille, les gens qui sont proches. Aller à l'épicerie puis reconnaître des gens, c'est quelque chose dont on s'ennuie parfois. Aussi, c'est un mode de vie qui est très fatigant parce que tout est une étape. Donc, comme on disait, tu as envie d'aller aux toilettes, faut que tu penses où aller aux toilettes. Une étape, tu fais ça. Après, tu as faim. Bien là, soit il faut... on n'a pas vraiment l'emplacement, on n'a pas placé les choses pour que ce soit facile. Donc, il faut tout sortir, il faut tout placer. Comme tout en van est constamment une étape, puis des fois, le soir, on est juste fatigué de faire ces étapes-là. C'est un luxe, la sédentarité, quand tu y penses. Tu peux aller prendre ta douche quand tu veux. Tu peux aller aux toilettes quand tu veux. Tu peux aller aux toilettes quand tu veux. Ça, c'est des choses qu'on s'ennuie quand même quand on est à l'extérieur aussi, là. Parce qu'on apprécie davantage prendre un bain chez soi, à la maison,
à l'heure qu'on veut, avec toute l'intimité possible. C'est quelque chose qu'on prend pour acquis, mais qu'une fois qu'on l'a perdu ou qu'on a essayé autre chose, on l'apprécie davantage. Alison et Ariane, merci beaucoup d'être venus à l'émission. Vous avez une vie palpitante. Je pense que vous me battez dans tous les quiz de géographie. Veux-tu qu'on commence? Non, ce ne sera pas nécessaire. Pour un autre épisode. Merci d'avoir écouté encore une fois l'émission cette semaine. Pour la voir ou la revoir, ça se passe sur notre chaîne YouTube. Je vous invite à vous abonner à l'infolette de la TVC de la Matapédia pour rester informé de l'émission et de l'actualité matapédienne. Et nous, on se voit vendredi prochain pour un autre épisode de TVC l'été. À quoi on peut s'attendre pour le lancement? Ouais, on va couper ça. C'est pas long, je réajuste mes questions pour la fin. Internationaux et mondiaux, c'est la même affaire, hein? Canadiens et internationaux, parce que...